Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler du Cercle des poètes disparus, un film majeur pour devenir un homme ou une femme digne. C'est parti, générique. Le Cercle des poètes disparus est un film qui date de 1989 et qui a été réalisé par Peter Weir. Je l'ai vu pour la première fois lorsque j'étais au lycée, mais je vais pas te mentir, à cette époque-là, j'étais pas du tout intéressé par le film et j'étais passé complètement à côté. Parce que tout ce qui comptait pour moi à ce moment-là, c'était de ne pas travailler pendant 2 heures et de regarder un film tranquillement. Imbécile que j'étais, puisque je n'avais pas su saisir la substantifique moelle de ce film qui contient en son sein tout un tas de valeurs qui peuvent être intégrées à notre propre existence afin de devenir des hommes ou des femmes dignes. Heureusement, quelques années après, j'ai rattrapé cette erreur, j'ai revu Le Cercle des poètes disparus et j'ai pris littéralement une claque parce que c'est un film qui ne laisse pas indifférent celui qui le regarde. Dans cette vidéo, on va aborder les différentes valeurs, les différents enseignements qu'il y a à l'intérieur du film Le Cercle des poètes disparus, notamment via les cours de Monsieur Keating, l'un des protagonistes majeurs de l'intrigue. Maintenant que ça c'est dit, voici le plan. Tout d'abord, dans une première partie, je vais vous dévoiler toute l'intrigue du film. De ce fait, je vais divulgacher à 100%. Je t'en conjure, si tu n'as pas vu Le Cercle des poètes disparus, quitte cette vidéo, tu le regardes, tu reviens plus tard et tu vas prendre beaucoup plus de plaisir. Donc vraiment, regarde le film avant de voir cette vidéo. Une fois que le résumé sera fait, il va falloir analyser les différentes idées, valeurs et enseignements que l'on peut faire jaillir du film et qui sont extrêmement importantes si tu veux devenir un homme ou une femme digne. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut y aller. Le Cercle des poètes disparus, ça prend place en 1959 aux États-Unis, dans l'État du Vermont. On suit les aventures de tout un tas d'étudiants qui sont à l'Académie Welton. À Welton, les mots d'ordre, c'est tradition, respect, travail, mérite, rigueur, etc. C'est une école d'excellence, une académie seulement composée de garçons entre le collège et le lycée. Le but, c'est de préparer ces jeunes hommes à intégrer les facultés les plus prestigieuses du pays, notamment celles de la côte Est avec la Ivy League. Et on suit les aventures d'un certain nombre de garçons qui sont amis déjà depuis plusieurs années. On retrouve par exemple Neil Perry, c'est l'ami que tout le monde voudrait avoir parce que il est toujours actif, c'est celui qui fédère, toujours joyeux. Mais Neil, il a un souci, c'est qu'il est passionné de théâtre, il adore ça. C'est là qu'il est vraiment libre lorsqu'il est sur les planches. Mais le problème, c'est que son père, Monsieur Perry, qui a l'air d'être un militaire, ne veut pas que son fils perde du temps dans des activités inutiles de saltimbanque. On retrouve également Dalton, c'est le gigachat du groupe, celui qui a le plus de courage, le plus de bagou, qui est un petit peu provocateur, rigolard, etc. Bref, c'est celui qui a la plus grosse paire de baloches. Ensuite, on a Overstreet. Lui, il tombe amoureux d'une fille qui se trouve dans un autre établissement non loin de Welton et il est soumis à cet amour qui le ronge de plus en plus. On a également Cameron qui est celui qui est le plus axé sur le travail, qui pense vraiment qu'à ça toute la journée. Et enfin, on a Anderson, qui est le petit nouveau, qui est devenu le colocataire de Neil Perry. Et le problème, c'est que Anderson, il a peur tout le temps, c'est-à-dire qu'il est extrêmement timide, il n'ose pas parler à l'oral, il a peur que les autres le jugent, bref, il est atteint d'une timidité extrême. Alors, nos compagnons, ils travaillent tous les jours parce que dans cette académie, il faut travailler et il faut faire preuve de rigueur. Les cours sont extrêmement académiques et peuvent parfois être étouffants parce qu'ils sont très stricts. Et les professeurs ne font preuve d'aucune originalité. Jusqu'au jour où un nouveau professeur arrive à Welton, il s'agit de Monsieur Keating, qui est le nouveau professeur de littérature anglaise. Et ce dernier, il dénote totalement des autres professeurs puisque lors de son premier cours, il invite les garçons de sa classe à quitter la salle pour aller dans le corridor de l'entrée. Dans le corridor de l'entrée, il y a tout un tas de photos des anciens élèves de Welton. La plupart sont maintenant décédés. Et Monsieur Keating leur montre
eh bien, ces photos de ces jeunes hommes qui sont passés par la même institution qu'eux, et il leur explique que ces derniers sont tous morts aujourd'hui et qu'ils sont 6 pieds sous terre. Monsieur Keating donne alors sa première leçon. Nous sommes des individus mortels, nous avons un temps limité et il faut profiter de l'instant présent. Il faut cueillir les fleurs du jour. Carpe diem, qui vient d'un des poèmes d'Horace. Alors, la plupart des élèves sont interloqués par cette nouvelle approche. Lors d'un deuxième cours, M. Keating va demander aux élèves d'arracher l'introduction de leur recueil de poésie parce que dans cette introduction, l'auteur part du principe que l'on peut juger de la qualité d'un poème au regard de critères mathématiques. Et pour lui, c'est une aberration parce que l'art, ça se ressent, c'est de l'ordre de la passion et ça ne se calcule pas, ce n'est pas quelque chose qui est quantifiable. Lors du troisième cours, il fait monter la plupart des élèves sur le bureau pour leur montrer que, il faut parfois changer d'angle, qu'on a certaines visions d'un problème, on a notre propre vision du monde, mais qu'il faut savoir se mettre à la place de l'autre pour avoir une vision beaucoup plus globale et large. C'est pour ça qu'il les invite à se mettre sur son bureau, parce qu'il voit la classe d'un autre angle. Lors de notre cours, M. Keating fait faire du sport aux étudiants parce qu'il part du principe que le sport c'est une volonté de dépassement, et dans l'un de ses derniers cours, il demande aux élèves de marcher. Très vite, ces derniers marchent au pas, quasi d'une façon militaire, et il leur explique qu'il faut à tout prix qu'ils sortent du cadre de l'uniformisation, qu'ils ne soient pas dans ce conformisme ambiant et qu'ils doivent parfois s'affranchir pour être des individus libres. Les méthodes de M. Keating éveillent la curiosité de certains professeurs et lors d'une discussion avec le professeur de latin, M. Keating lui explique qu'il veut avant tout que ses étudiants deviennent des hommes libres. Alors forcément, nos joyeux compagnons, ils aiment beaucoup M. Keating, qui devient le capitaine, qui est un petit peu son surnom, et surtout ils vont apprendre quelque chose d'intéressant, c'est que M. Keating était un ancien élève de l'académie, mais que surtout il avait fondé, avec d'autres de ses camarades, le cercle des poètes disparus. Ils décident d'aller le voir pour en savoir plus, et M. Keating leur explique que c'était des réunions où tout le monde lisait de la poésie, où on parlait d'art, de beauté, de femmes, que l'on se retrouvait en pleine nuit à fumer, à boire, etc. Bref, de cueillir les fleurs du jour, d'être dans cette volonté de profiter de la vie. Niels y retrouve notamment le recueil de poèmes qui est à la base, qui est un petit peu le texte fondateur du cercle des poètes disparus, et il décide avec tous ses camarades de faire nuit blanche pour aller dans une grotte non loin de l'académie pour lire des poèmes et discuter de tout. Bref, d'exercer leur liberté et de sortir de ce cadre extrêmement traditionnel et conformiste. Au début de chaque rencontre, ils doivent lire un poème que je vais vous réciter de ce pas. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte, vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie, mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie, pour ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Henri David Thoreau. Tu comprends bien au regard de ce poème de Thoreau que le but de ce cercle, c'est d'exercer cette liberté, mais dans une volonté de camaraderie, pour que chacun puisse se dépasser et faire face à les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et d'ailleurs, les cours de M. Keating et le cercle, ça va avoir un effet très positif sur la plupart d'entre eux, puisque Neil va réussir à décrocher le rôle de Puck dans Songe d'une nuit d'été, une pièce de William Shakespeare, et ça remplit son cœur de joie, parce que c'est ce qu'il veut faire vraiment, c'est-à-dire du théâtre, c'est ce qui l'intéresse le plus. De l'autre côté, on a Overstreet qui va porter ses baloches et draguer sans vergogne la fille qui lui plaît parce que il part du principe qu'il doit lui aussi cueillir l'instant, il doit profiter de la vie et que s'il ne le fait pas maintenant, il aura des regrets après et que ça, ce n'est pas du tout acceptable. Malheureusement, il va y avoir plusieurs problèmes qui vont se manifester. Tout d'abord, Dalton va faire une erreur assez importante, c'est qu'il va écrire un article dans la Gazette de l'Académie dans lequel il montre sa volonté que l'Académie devienne à terme un établissement mixte, à la fois composé de filles et de garçons.
il y a une levée de bouclier et le directeur, monsieur Nolan, pète littéralement un câble. Il invite tous les étudiants dans une salle solennelle pour leur exprimer en fait son mécontentement. Il veut savoir qui est celui qui a écrit cet article et qui sont ces fameux poètes disparus. Et là, Dalton, encore une fois, eh bien, il va faire le bout en train et il dit que c'est lui tout en étant provoquant et en faisant une blague. Monsieur Nolan va prendre ça très mal, il va sanctionner avec un châtiment corporel Dalton et il va lui demander de balancer les autres noms des poètes disparus. Mais Dalton, comme je t'ai dit, c'est un gigachad et il va absolument rien dire. Mais le véritable problème, c'est que le père de Neil va apprendre qu'il a continué le théâtre malgré son interdiction et il demande à son fils de ne pas participer à cette pièce, sinon les conséquences seront terribles. Neil ne peut pas écouter son père et surtout il n'arrive pas à rentrer en contradiction avec lui, il n'arrive pas à lui dire que sa passion c'est le théâtre et qu'il n'est pas du tout intéressé par la médecine. Alors il va voir monsieur Keating pour lui expliquer que son père ne veut pas qu'il continue sa carrière dans le théâtre et monsieur Keating lui dit qu'il doit rentrer en contradiction avec son père et exercer sa liberté de vouloir faire ce qu'il a envie de faire au-delà du carcan de l'autorité parentale. Alors, Neil va écouter monsieur Keating, il va aller à la pièce malgré l'interdiction de son père, c'est un triomphe sur scène, il est incroyable, mais son père est dans la salle, il a vu que son fils ne l'avait pas écouté et il décide de le ramener à la maison pour le punir. De l'autre côté, lors d'une scène coupée, on voit tous les camarades de Neil et monsieur Keating qui se retrouvent dans la grotte pour faire un cercle des poètes disparus et ils font la fête parce qu'ils sont fiers eh bien, du travail, de la prestation de leur ami. Malheureusement, du côté de Neil, eh bien, la situation n'est pas du tout enviable. Une fois chez lui, son père lui dit que, eh bien, il va tout simplement le renvoyer de l'académie et il va le mettre dans une école militaire pour qu'ensuite il puisse faire eh bien, sa médecine, rentrer à Harvard, etc. Ça implique qu'il va devoir quitter ses amis avec qui il a passé plus de 10 ans, puisqu'en fait, tu te côtoies du collège jusqu'au lycée. Pour Neil, c'est trop, d'autant plus que sa mère ne le soutient pas dans sa démarche et il se suicide dans la nuit avec l'arme de son père. Ses amis apprennent sa mort, ils sont dévastés, surtout Anderson qui s'était petit à petit ouvert aux autres grâce à Neil et aux enseignements de Keating. Malheureusement, les taux se resserrent puisque M. Perry part du principe que celui qui est responsable de la mort de son fils, c'est M. Keating. Et le directeur, M. Nolan, décide de sévir. Cameron balance les différents noms des poètes disparus et ils doivent tous se retrouver dans le bureau de Nolan pour signer un document dans lequel en fait ils doivent reconnaître que c'est monsieur Keating et ses enseignements qui ont eu des répercussions dramatiques sur la suite des événements et qu'il doit être renvoyé par conséquent. Ils signent tous, sauf Dalton, puisque Dalton, comme je t'ai dit, c'est le gigachad, et lui, il refuse de se plier à ses règles, et il est de facto renvoyé. Et Keating aussi. Lors de la dernière scène du film, monsieur Nolan prend en fait les rênes du cours par intérim, c'est lui le nouveau professeur de littérature anglaise. Il y a une ambiance morne dans la classe parce que vraiment c'est un cadre très strict, très formel. Monsieur Keating rentre pour récupérer quelques affaires et alors qu'il s'apprête à quitter pour de bon l'établissement, Anderson, qui était eh bien, le plus timide, décide de se lever. Il lui dit que eh bien, il y a eu de la manipulation, qu'ils ont été obligés de signer un document. Il se met sur son bureau, il appelle au capitaine, mon capitaine. Et là, une partie des anciens poètes disparus décide de se lever, sauf Cameron parce que c'est un fils de lâche, et de rendre hommage à leur professeur. Et même certains qui n'étaient pas dans le cercle se lèvent pour faire au capitaine, mon capitaine. Si tu fais ça, tu es renvoyé d'office, mais ils exercent leur liberté, ils sont des hommes libres. Et à partir de ce moment-là, Keating a compris qu'il avait gagné, puisqu'il a réussi à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire faire de ses étudiants des hommes libres et dignes. Les cours de monsieur Keating sont tout simplement passionnants, il y a beaucoup de choses à dire sur ces derniers, malgré la simplicité des messages qu'il dévoile. Lors du premier cours, monsieur Keating dit aux étudiants qu'en réalité, ce sont juste des créatures mortelles qui sont
soumis au temps et qu'ils finiront tous par mourir un jour. De ce fait, c'est bien de vouloir devenir avocat, médecin, parce que ce sont des métiers utiles dans la société. Mais il ne faut pas passer non plus à côté de cette volonté de jouissance, cette volonté d'à la fois s'intéresser à l'art, la poésie, à ce qui est beau, mais aussi de profiter de l'instant présent parce que la vie est éphémère, elle est fragile et qu'à tout moment on peut se retrouver 6 pieds sous terre et qu'il ne faut pas regretter d'avoir mené une vie morne des années après. C'est-à-dire qu'il inocule une idée qui est majeure, le fait de profiter de sa propre existence et de prendre conscience de notre mortalité. Parce que si tu ne sais pas que tu es mortel et si tu ne sais pas que tu dois profiter de la vie, tu ne pourras pas exercer cette liberté dans la même jouissance. Le cercle des poètes disparus, c'est une camaraderie, c'est une fraternité avec des gens qui se ressemblent, qui se retrouvent pour discuter de la beauté de l'art, de la beauté de la philosophie, de la beauté des femmes aussi parce que Monsieur Keating prône cet amour de la femme, de la galanterie, du romantisme en quelque sorte. D'ailleurs, Monsieur Keating est un romantique, et il est conscient de sa mortalité et il veut pouvoir sentir, il sait que l'homme est une créature de sens et qu'il doit user de ses sens et les accepter. Et le cercle des poètes disparus, c'est l'incarnation de tout ça. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont à l'académie, ils doivent suivre une certaine forme de rigueur, mais dans le cercle, ce sont là qu'ils sont vraiment libres. C'est là que Dalton joue du saxophone comme un dieu. C'est là qu'ils fument leur pipe ou leur première cigarette. C'est là qu'ils parlent de femmes d'une manière complètement débridée. C'est là qu'ils dévoilent leurs sentiments. C'est dans le groupe et dans le respect des uns des autres. Et d'ailleurs, on le voit avec Anderson qui est très timide et qui n'ose pas aller dans le cercle parce qu'il a peur de parler en public. Mais Niels lui dit, viens avec nous parce que ça gêne personne que tu sois timide, tu n'auras pas besoin de lire de poèmes et on pourra s'amuser quand même. C'est-à-dire qu'il y a un respect de l'autre. L'autre est notre frère. Et celui qui a le mieux intégré ça, c'est Dalton, qui décide de jamais balancer le nom des membres du groupe et de toujours être fidèle à la parole qu'il a donnée. C'est-à-dire ce serment de fraternité qu'ils ont fait au tout début du film. Les enseignements de Keating, ils ont un impact très positif sur la vie de chacun d'entre eux, notamment avec Dalton qui prend encore plus confiance en lui, notamment avec Overstreet qui décide d'aller faire la cour à cette fille qui a en plus un copain. Il prend des risques immenses, mais il le fait parce qu'il l'aime et il sait que s'il ne lui dit pas, il le regrettera. Il est dans l'action, il n'est pas dans cette espèce de plainte constante qu'on pourrait retrouver chez certains du style moins, je vais jamais y arriver. Non, il porte ses baloches, il décide de l'appeler et de l'inviter au bal. Bref, c'est un bon parce que comme l'a dit Monsieur Keating, tu dois profiter de l'instant présent et tu dois parfois prendre des risques. Et Niels, de son côté, il va embrasser sa passion pour le théâtre grâce aux enseignements de Keating parce qu'il n'y a rien de pire que de forcer un individu à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, de le manipuler. Dans ma vie, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui étaient formatées par leurs parents à faire avocat, médecin, telle étude pour rendre fier mamie ou je sais pas quoi. Le problème, c'est que ça allait à l'encontre de ce qu'ils voulaient vraiment et ça finissait toujours mal parce que même s'ils avaient les capacités intellectuelles pour faire ces métiers-là, ils n'avaient pas l'envie chevillée au corps et ça faisait qu'il y avait un décalage. C'est-à-dire qu'il y a cette confrontation entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut vraiment en qualité d'homme libre et ce que nous impose la société, ce conformisme. Et la scène qui est extrêmement importante, c'est celle où Keating fait marcher les étudiants. Ils se rendent compte que lorsque plusieurs marchent en même temps, ils finiront par être au pas, comme de bons petits soldats, et Monsieur Keating leur dit « Regardez à quel point c'est simple de vous faire rentrer dans une forme d'uniformisation. Marchez comme vous voulez. » Et d'ailleurs, à ce moment-là, Dalton décide de ne pas marcher, et Monsieur Keating lui dit « Mais pourquoi tu marches pas ?» Et Dalton lui répond « J'exerce mon droit à l'immobilité. » C'est-à-dire que lui, il est anticonformiste, il a embrassé tous les enseignements de Monsieur Keating. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle entre cette scène et le film La Vague. C'est l'histoire d'un professeur qui a réussi à mettre en place les embryons d'un régime totalitaire dans sa classe avec une certaine aisance. C'est inspiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée, il me semble, en Californie, à Palo Alto. Et ce professeur-là, l'une des premières choses qu'il fait à ses élèves, c'est de les faire marcher au pas. Et c'est la première étape pour les uniformiser. Et là, en fait, Monsieur Keating, c'est le contre-pied de tout ça. Il veut que ça soit des individus libres. Alors, malheureusement, ça finit très mal pour Neil, qui finit par se suicider parce que son père
ne veut pas négocier avec la possibilité qu'il puisse continuer à faire du théâtre. Et là, on pourrait dire, oui, mais le doc, les enseignements de Keating sont quand même très dangereux, parce qu'il prône cette liberté excessive, c'est quand même l'inverse, c'est bien de la tradition de cette école. Keating est un irresponsable en inoculant l'idée de liberté à des jeunes de 17 ans, etc., etc. Mais en réalité, Keating, il est parfaitement dans la mesure. Ce sont les étudiants qui interprètent mal. Si on prend la scène où Dalton fait sa blague devant tout le monde et qu'il est sanctionné par Monsieur Nolan, Keating va ensuite voir Dalton pour lui dire qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut mesurer la plupart de ses actions. Oui, nous sommes libres, mais c'est parce que nous sommes responsables que l'on doit savoir qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Ça sert à rien d'exercer la liberté pour l'exercer. On va pas faire non plus n'importe quoi juste pour dire qu'on est anticonformiste. Keating, il est parfaitement mesuré. Pour lui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la tradition, pour le respect de cette dernière, et on le voit par rapport à son amour des textes anciens, de la littérature, de la poésie, mais il y a également un temps où on peut exercer de cette liberté parce que c'est cette dernière qui nous fait du bien. Et c'est en fait le mélange parfait des deux. Non pas un directeur comme Monsieur Nolan qui va vraiment imposer des règles, il ne faut pas diverger du tout. Et d'ailleurs, on voit que ce que fait Monsieur Nolan, ça va à l'encontre des fameuses valeurs que prône l'école, notamment l'honneur, le mérite, etc., puisqu'il ment ouvertement pour faire virer Monsieur Keating, en disant que c'est ce dernier qui est responsable du suicide de Neil. Et en fait, c'est vraiment Monsieur Keating qui est dans cette parfaite mesure. En somme, ce dernier me fait penser à Roger Scruton, qui est un auteur que j'aime particulièrement et que je cite à de nombreuses reprises sur cette chaîne, qui était un conservateur, c'est-à-dire qu'il était très attaché à l'idée de tradition, l'étude des textes anciens, à respecter tout un bagage culturel, mais également à pouvoir exercer cette liberté et surtout s'intéresser parfois à la position de l'autre, à ouvrir son champ des possibles, à regarder le monde via d'autres angles. Et pour moi, Roger Scruton, qui d'ailleurs aimait beaucoup la poésie, la nourriture et le vin, il avait déjà fait des écrits sur le vin d'ailleurs, il incarne parfaitement ce que représente Monsieur Keating, c'est-à-dire ce juste milieu, à la fois entre un minimum de cadre, et d'ailleurs on voit que par son charisme il arrive à cadrer les étudiants qui le respectent, et en même temps pouvoir user de cette liberté. Et je crois fondamentalement que c'est la recette pour être des hommes et des femmes dignes, c'est-à-dire être dans le respect de la tradition, le respect des dogmes, des coutumes, d'un certain savoir-vivre, l'amour pour les beaux mots et pour la littérature en général, et d'un autre côté, savoir parfois se détendre, pouvoir parler de femmes, de vin, être dans cette volonté hédoniste, mais jamais dans l'excès. Parce que après, quand on tombe dans l'excès, c'est là que, on ne peut plus vraiment profiter de la vie puisqu'on brûle la chandelle par les deux bouts. Et la scène finale nous dit beaucoup parce qu'en réalité, Monsieur Keating gagne à la fin. On pourrait penser que c'est Nolan qui gagne parce que le professeur est renvoyé, que Dalton a été renvoyé aussi et que maintenant c'est le retour de l'ordre. Mais en réalité, c'est Keating qui gagne parce que lorsque les élèves décident de se lever, de tout simplement dire la vérité et de respecter Monsieur Keating, c'est là qu'ils exercent leur liberté. Et c'est d'ailleurs là qu'ils sont pleinement dans les valeurs de l'école. En réalité, ce sont peut-être les étudiants à ce moment-là qui sont le plus dans le respect de la tradition de l'école, qui prônent pour le travail, pour le mérite, pour l'honneur, face à Monsieur Nolan qui a corrompu ces valeurs-là et qui les a juste utilisées pour mener un contrôle et une manipulation. Et Monsieur Keating, à ce moment-là du film, à la toute fin, il comprend qu'il a réussi son pari, c'est-à-dire à créer des hommes libres. Et surtout, c'est encore plus parlant quand on voit Anderson et les plus timides de la classe qui décident eux aussi de se lever pour dénoncer l'injustice du renvoi de Monsieur Keating. Qu'est-ce qu'il faut retenir alors du cercle des poètes disparus? Il y a tout un tas de valeurs qu'il faut vraiment imprégner à la suite de ce film.
Tout d'abord, carpe diem, profitez de la vie. Ça peut faire Hakuna Matata, Baba Cool avec un Sarwell, mais en réalité c'est bien plus profond que ça. Vous devez être dans cette volonté de profiter de votre existence, mais toujours dans la mesure. Vous savez que sur cette chaîne, je prône pour le juste milieu, c'est-à-dire ni être dans un excès ni dans l'autre. Vous n'allez pas avoir une vie de moine parce que vous allez vous faire chier, mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas brûler la chandelle par les deux bouts parce que vous serez décadent. Trouvez ce juste milieu en ayant à la fois le respect de la tradition, le respect de valeurs transcendantales et surtout un amour pour votre propre culture, mais tout en pouvant parfois être un homme avec qui on veut discuter, qui peut parler bien de choses légères, qui peut parler de ses passions, de ses sentiments et surtout qui est là pour ses camarades. On en vient alors à la deuxième règle du film, soyez là pour vos camarades, soyez là pour vos amis. Dans votre vie, vous choisissez pas votre famille, mais vous pouvez choisir vos amis. Et c'est très important de bien s'entourer de gens qui sont dignes comme vous. Si vous vous êtes entouré de pleutres ou de gens qui vous mettront des couteaux dans le dos, ça finira mal parce qu'ils finiront à un moment donné par vous emporter dans la chute avec eux. Cessez de traîner avec des gens qui ne sont pas là pour votre bien et qui vous méprisent. Entourez-vous de gens dignes. Il vaut mieux avoir 3 ou 4 personnes qui soient dignes, ou même 2, que 10, 20, 30 qui vous méprisent et qui vous prennent pour leur pharmacon. Et surtout, respectez-les toujours et ne les trahissez jamais. Un vrai ami, c'est celui qui ne trahit pas ses proches, qui est là pour eux dans les moments difficiles comme les moments faciles et avec qui on peut parler de tout parce qu'on a confiance en lui. Troisièmement, intéressez-vous à l'art, à la culture, à la poésie, au sport aussi, puisque le sport est une valeur extrêmement importante pour Monsieur Keating tout au long du film, parce que tout ça, en fait, ça va vous développer à la fois dans votre corps et à la fois dans votre esprit. Enfin, soyez des hommes libres, sortez de la masse, sortez du troupeau. Ne dites pas des choses que vous ne pensez pas juste parce que la majorité pense comme ça. Soyez libres dans vos paroles et dans vos actions, dans la mesure du possible bien sûr. Et n'hésitez pas à parfois rentrer en contradiction avec d'autres personnes qui pourraient vouloir vous faire taire ou qui pourraient vouloir brider votre liberté. Parce que votre liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Si vous la donnez en pâture aux autres, vous ne méritez pas de pouvoir l'exercer, tout simplement. Ce sont les enseignements qu'il y a dans le cercle des poètes disparus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle analyse de film, d'ouvrage ou peu importe. C'était le doc. Ciao les barons.